Chers Vanvéennes, chers Vanvéens, le 5 février dernier, la ville de Vanves s'est engagée aux côtés de l'association France Alzheimer par la signature de la charte Ville aidante Alzheimer et a ainsi lancé la grande cause vanvéenne 2021. L'objectif est d'aider les personnes malades de la maladie d'Alzheimer et leurs proches aidants en favorisant leur inclusion dans la ville. C'est un engagement moral et la diffusion d'un état d'esprit auquel nous tenions avec Monsieur le maire Bernard Gauduchot. L'inclusion des malades et de leurs aidants ne peut qu'être facilitée par la sensibilisation du plus grand nombre à la maladie. Pleinement engagée pour cette cause, la ville forme actuellement en partenariat avec France Alzheimer les services municipaux pouvant être au contact des malades ou de leurs proches. En 2020, 1 250 000 personnes sont atteintes de la maladie d'Alzheimer en France. Soit, si on compte avec leurs proches, ce sont 3 millions de personnes qui sont concernées par la maladie. Si l'on extrapole, ce sont environ 500 malades pour la ville de Vanves et 1200 personnes concernées. Maladie découverte en 1906 par Alois Alzheimer, son nom est aujourd'hui connu de tous. Mais savons-nous réellement en quoi consiste la maladie et pourquoi il est si important de la nommer et de la diagnostiquer? Dans quelques instants, Madame Françoise Bernet, psychologue, vous expliquera l'importance du diagnostic et ce qui en découle en termes de possibilités d'accompagnement pour les malades et pour les aidants. Nous souhaitons que cette conférence vous permette d'en apprendre plus sur la maladie. Il vous sera possible de poser vos questions en toute liberté à l'issue de cette conférence. Une réponse y sera apportée dans les jours qui suivent la mise en ligne de cette vidéo. N'hésitez pas à la relayer pour partager et sensibiliser cette maladie à votre entourage. Il est possible de vivre avec cette maladie dont on ne meurt pas directement et c'est la mobilisation de chaque malade, de chaque aidant, de chaque proche, de chaque professionnel et de chaque bénévole qui le permet. Cette conférence s'inscrit dans le cadre des événements organisés pour la Grande Cause Vanvéenne 2021. Elle est réalisée en partenariat avec l'association France Alzheimer, seule association nationale de familles reconnues d'utilité publique dans le domaine de la maladie d'Alzheimer et des maladies apparentées. Je vous souhaite donc une très bonne conférence et j'invite désormais Monsieur Patrick Leprêtre, président de France Alzheimer 92, présent ici à mes côtés, et Madame Bernet, psychologue, qui prendra la suite. Je les remercie de leur présence et je les laisse présenter l'association. Merci à tous. Bien, bonjour à tous et à tous. Voilà, nous sommes réunis aujourd'hui pour vous présenter à la fois l'association et à la fois pour vous présenter, je dirais, des conférences que nous allons faire, enfin tourner tous les ans pendant une certaine période. Voilà. Donc France Alzheimer 92, c'est une association qui a été créée maintenant il y a 20 ans et elle dépend de l'Union nationale des associations France Alzheimer qui ont été créées il y a 35 ans. Moi, personnellement, je suis bénévole depuis 14 ans et je m'occupe de l'association en tant que président depuis 3 ans et je suis administrateur au niveau de l'Union nationale. Alors, pourquoi je dirais cet engagement? C'est tout simplement parce que je pense que c'est une bonne cause et par la suite, j'avais mon papa qui avait une maladie de Parkinson et je sais maintenant qu'il avait une maladie d'Alzheimer. Voilà. Bien. Alors aujourd'hui, on va vous présenter un petit film qui, en fait, lorsqu'il va y avoir l'annonce du diagnostic, ça va être une véritable tempête. On va vous présenter ce petit film. Et ensuite, on vous présentera une première conférence, donc 2021, que Madame Bernet, psychologue à l'association, à peu près, je dirais depuis aussi 13-14 ans, va vous présenter cette conférence. Et ensuite, on vous présentera, je dirais, un petit film, mais vraiment pour les malades. C'est-à-dire qu'en fait, on était au départ une association uniquement de familles, et maintenant, on est une association à la fois pour les familles, mais aussi pour les malades. On s'occupait beaucoup des aidants auparavant, mais maintenant, on s'occupe à la fois des aidants et à la fois des malades. Donc, on espère que cette conférence vous aidera à, je dirais, pour vous aider. On est là pour vous aider et il ne faut surtout pas, je dirais, rester en plan face à cette maladie. Donc, après le film, Madame Bernet va vous présenter cette conférence sur le diagnostic. Et pourquoi faut-il se faire diagnostiquer? Voilà.
Bien, bonjour à tous. Je vais vous parler aujourd'hui d'un sujet qui nous tient à cœur à nous, France Alzheimer, et vous allez comprendre rapidement pourquoi. C'est la question du diagnostic, et en particulier du diagnostic précoce. Alors en fait, en 2018, les médicaments destinés aux malades d'Alzheimer ne sont plus remboursés. Ils restent toujours toutefois en vente libre sur ordonnance. Alors, pour quelles raisons ont-ils été déremboursés avant d'indiquer les conséquences que ça a eu sur en particulier l'annonce et la prise en charge du diagnostic. On a dit que peut-être il n'était pas très efficace au bout de 2 à 3 ans. On dirait au bout de 2 à 3 ans, c'est déjà pas mal. Et qu'il y avait des effets secondaires apparemment plus ou moins importants. Bon. Donc je ne vais pas rentrer dans cette polémique qui peut nous rappeler des polémiques actuelles. Bon, ce n'est pas le problème ici aujourd'hui. Toujours est-il que le fait du déremboursement de ces médicaments a entraîné une baisse de consultation des malades auprès des généralistes, malades susceptibles de développer une pathologie Alzheimer, et donc également forcément une baisse de diagnostic. Alors aujourd'hui, ce qu'il faut savoir quand même, c'est que vous avez 50% des malades qui ne sont pas diagnostiqués. Je dis bien 50%, un malade sur 2. C'est énorme. Alors, plus on va pouvoir faire un diagnostic précoce, mieux ça sera bien évidemment, puisque vous allez le voir, cette maladie, elle passe par plusieurs étapes, dont les premières est asymptomatique. Et c'est là où la question est un peu compliquée pour savoir à quel moment il faut faire le diagnostic, avant la perte d'autonomie. Alors, ce que je voulais dire, c'est que le diagnostic, étant pour les gens, en général, le diagnostic, ça sert à une prise en charge à 100% des médicaments. Ce qui se comprend, c'est humain. Mais en réalité, il ne sert pas du tout qu'à ça. Il a d'autres objectifs, dont je vais vous parler dans la suite de la conférence, qui sont, entre autres, médicaux, puisqu'il y a également donc, des médicaments destinés à des pathologies apparentées, je crois que Patrick en a parlé tout à l'heure, et également tout un processus de mise en place d'activités destinées à ralentir l'évolution de la maladie. Et surtout, ce qui est important aussi, je pense, c'est que le lien avec le généraliste, qui est le premier maillon de la chaîne, ne soit pas rompu ou pas relâché en tous les cas. Et si, voilà, et donc le diagnostic, il passe avant tout par ça, par aller voir d'abord son médecin. Alors, quand on parle de diagnostic, pourquoi parler de diagnostic précoce? Ben, d'abord, la plupart du temps, le diagnostic est fait avec retard. On va voir que dans la maladie d'Alzheimer, il y a 5 stades. La maladie d'Alzheimer, elle s'étend sur 20 ans. Donc 20 ans, c'est long. Et la première phase est asymptomatique, donc c'est une phase un petit peu où on se rend à peine compte. Le retard de la maladie, et en plus le fait que les gens, donc du coup fait que les gens ne vont pas se diagnostiquer de manière précoce. Et ça, c'est complètement dommage. Alors, pourquoi est-ce que les gens ne vont pas se diagnostiquer? Eh bien, il y a aussi beaucoup une question de déni. Il faut savoir que le malade et l'aidant, surtout en début de maladie, ils sont dans le déni. Alors pourquoi? Parce que le déni, ça fait mal, donc c'est un mécanisme psychologique qui va provoquer, c'est un mécanisme de défense qui sert à lutter contre l'angoisse. Je ne suis pas malade, donc tout va bien, j'ai besoin de rien. Donc ça, c'est une des premières choses, c'est le déni. Alors, avant de parler des autres causes, des autres raisons pour lesquelles le diagnostic ne se fait pas forcément de manière précoce, voire pas du tout, parce que je vous rappelle, une personne sur 2 n'est pas diagnostiquée. Alors, quels sont les signes de la maladie d'Alzheimer? Alors, ce qui signe la maladie d'Alzheimer, on le va voir au travers des IRM et des autres moyens de diagnostic dont je vais parler à la fin de la conférence, c'est avant tout ce qu'on appelle un amas de protéines. Alors, je vous passe ces détails, les mots techniques. On appelle ça amyloïdes, bon bref, et protéines tau. Ce sont des plaques de protéines qui se trouvent à l'intérieur des neurones, pour certains, et pour d'autres à l'extérieur de neurones. Je fais simple, parce que je ne veux pas vous envahir de termes techniques, plus un rétrécissement de l'hippocampe. Alors l'hippocampe, c'est une petite structure qui soi-disant ressemble à un hippocampe dans le cerveau, bon, dans lequel vous allez engranger toutes les informations qu'on va vous donner. C'est-à-dire qu'on vous donne une information, pof, c'est votre hippocampe qui va l'engranger, qui va le stocker, qui va pouvoir vous le redonner. Donc 2 signes pour la maladie d'Alzheimer, ces fameuses protéines de niveau, on l'a vu, inter- et extraneurones, et également donc le rétrécissement de l'hippocampe qui se réduit considérablement.
Alors, après, vous avez tous les stades d'évolution de la maladie. Donc, ceci provoque la mort des neurones, puisque les fameuses protéines tau, elles pèsent, si on peut dire, sur les neurones. Et donc, ce sont des plaques, hein, vous voyez, qui vont peser sur le neurone et donc contribuer à la mort des neurones, de certains neurones, hein, pas tous, heureusement, parce qu'on garde toujours des neurones, sauf évidemment quand on est mort, bien sûr. Donc ça, c'est quelque chose, et ça, c'est irréversible, on va dire. Hein. Ensuite, vous avez donc les premières manifestations cliniques, dont le premier signe est la plainte mnésique, c'est-à-dire la plainte de la mémoire. Alors ça ne veut pas dire que si on ne se souvient pas du chanteur des années 70, ce qui est mon cas par exemple, qu'on a la maladie d'Alzheimer. Bien évidemment non. Hein. Il y a trouble de la mémoire et trouble de la mémoire. Hein. Évidemment, il faut que ce soit de manière importante et surtout la mémoire à très court terme. Mais on y reviendra. Alors après, donc vous avez, ce dont je voulais vous parler également, ce sont les différents stades de la maladie d'Alzheimer. Voilà, donc vous avez, n'oubliez pas que c'est 20 ans hein, pour que la maladie se déclare. 20 ans pendant lesquels ça évolue à bas bruit, hein, et la première phase est dite asymptomatique, c'est-à-dire qu'on n'a pas de symptômes. Ça ne veut pas dire que tout le monde a la maladie d'Alzheimer. Je n'ai pas de symptômes, vous n'avez pas de symptômes, on n'a pas forcément la maladie d'Alzheimer. Ça ne marche pas dans l'autre sens, forcément, bien évidemment. Hein. Après, vous avez la phase dite prodromale. Alors qu'est-ce que ça veut dire prodromale? Ça veut dire qui annonce la maladie. Hein. Là, on commence à avoir des troubles cognitifs légers et fluctuants, hein, qui commencent à se voir un petit peu, des petites choses. Moi, je sais que maman avait cette maladie et on a commencé à avoir des troubles qu'on a attribués à l'âge, elle était âgée. Ça, c'est le deuxième stade. Ensuite arrive le troisième stade, qui est un stade dit modéré encore à ce stade-là, où là vous commencez à avoir des pertes de mémoire et des troubles un petit peu plus importants. Alors on verra ce que sont les troubles, ce sont les troubles du comportement, mais aussi des troubles également de ce qu'on appelle d'autres troubles cognitifs, parce que la maladie d'Alzheimer, ce n'est pas que la maladie de la mémoire. Hein. Il y a vraiment, c'est ça qu'il faut retenir. Si vous ne vous souvenez pas de certaines choses, de certains actes ou de certaines situations, je dirais même c'est presque normal, hein, parce que le cerveau il ne peut pas tout retenir. Hein. Mais par contre, il faut qu'il y ait d'autres signes dont je vais vous parler ensuite. Alors, donc vous avez donc les trois premiers stades dont je vous ai parlé tout à l'heure, asymptomatique, dit prodromal qui annonce la maladie et le troisième stade léger, puis arrive le stade moyen. Et c'est là que débute la perte d'autonomie, où là on commence à voir que dans la vie quotidienne, il y a des problèmes d'autonomie et qu'on n'arrive plus à faire tout seul. Voilà, ça c'est là, ce stade moyen, c'est là que ça commence. Ensuite, vous avez le stade sévère, qu'on n'atteint pas, hein, parce que chaque personne est atteinte de la maladie de manière différente. Il y a des maladies qui évoluent très vite, d'autres beaucoup plus lentement. On n'est pas égaux hein, face à ça. Et le dernier stade est donc le stade sévère, où là, lorsqu'il est atteint, la perte d'autonomie s'accélère et les troubles du comportement apparaissent. C'est là que parfois, donc on considère que ça fait 20 ans, hein, c'est là que parfois les personnes rentrent en EHPAD, pas toujours, mais c'est pour vous donner une idée un petit peu hein, de ce qui se passe. Alors, idéalement, le diagnostic précoce, il doit se faire, ça se conçoit avant le stade 3, qui est le stade modéré, puisque c'est à ce moment-là que commencent les premiers retentissements dans la vie quotidienne. C'est là, donc idéalement, il s'agit, si on peut bien évidemment, d'agir avant que les choses soient trop installées, qu'on va dire ça comme ça. Bon. Pourquoi attend-on si longtemps pour faire un diagnostic hein? C'est humain, hein. D'abord parce qu'on est dans la peur, hein, parfois, souvent même, hein, cette maladie fait peur et on a toujours un peu, voilà, si la peur n'évite pas le danger, dit-on, mais en même temps on a toujours une réaction que nous, dans notre métier, on appelle un peu phobique, hein, c'est-à-dire je ne veux pas voir parce que j'ai peur, quoi. Ça se comprend, c'est humain, même si ça n'est pas évidemment efficace, hein, mais on peut le comprendre. Ensuite, la deuxième, de la part du malade et de l'aidant, hein, les deux. Hein. Ensuite, vous avez donc une deuxième raison qui est de dire ça ne sert à rien car on ne peut rien faire. Donc on verra que ça n'est pas vrai, puisque justement tout le but de la conférence est de vous montrer qu'on peut faire quelque chose, même jusqu'au bout. Avec des bémols bien sûr à la fin, mais on peut toujours faire quelque chose. Et plus on va le faire tôt, mieux ce sera, justement parce qu'on va pouvoir travailler sur ce qui reste, sans se focaliser toujours sur ce qui est parti uniquement. Ensuite, troisième argument, le diagnostic n'est pas fiable.
Alors moi je dirais faux si on doit répondre comme ça par vrai ou par faux, hein, avec tout, bien sûr les guillemets qu'on peut mettre. Hein. Vous verrez dans la dernière partie de la conférence, où là je parle des outils en fait de diagnostic, hein, que c'est tout à fait fiable, surtout depuis 2013, où là, bon, tous les tests de mémoire, enfin tout le protocole, c'est vraiment extrêmement bien fin, si vous voulez. On va pouvoir diagnostiquer une maladie d'Alzheimer par rapport à une maladie dite apparentée, c'est-à-dire qui est parente de la maladie d'Alzheimer, donc qui lui ressemble sans être la maladie d'Alzheimer. Donc ça aussi, ça change les choses. Et puis également, il va permettre de voir quel est le stade où on en est, avec les possibilités ou non de développer cette maladie, et aussi la possibilité, c'est ça qui est réconfortant, de pouvoir faire quelque chose pour ralentir le développement. Alors, troisième raison, ou quatrième, je ne sais plus où on en est, il est normal de perdre la mémoire en vieillissant. Ben oui, parce que souvent les personnes atteintes de maladie d'Alzheimer sont des personnes âgées, hein, et donc, pas toujours, il y a des formes très jeunes, mais qui sont, c'est très différent, on pourra en reparler une autre fois. Et donc, ben oui, c'est une dame âgée, un monsieur âgé, ben oui, perd un peu la mémoire, ben c'est tout à fait normal. Oui, bien sûr, c'est normal. C'est normal, mais en même temps il y a mémoire et mémoire, et il n'y a pas que la mémoire, hein, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, comme on le rappellera tout à l'heure. Dernier argument, en fait, on pourrait en trouver d'autres, hein. Si je vous posais la question, vous auriez, si je vous interviewais, vous auriez sûrement ça serait intéressant d'ailleurs, vous auriez des réponses à me donner, hein, peut-être, sûrement, mais dire la vérité au patient lui serait plus néfaste que positif. Alors ça, c'est des choses qu'on a, là encore c'est humain, hein. On a peur que le malade, lorsqu'il apprend le diagnostic de maladie d'Alzheimer, il se déprime et que même il se suicide. On a bien vu, il y a des études qui ont été faites pour montrer que les dents, il a peur de ça. Et il ne veut pas bien sûr être responsable de ça. D'ailleurs lui-même, les dents, c'est pareil en fait, hein. Il est aussi dans cet état-là. Alors, c'est quelque chose qu'on retrouvait au début un petit peu, avec, même encore maintenant, avec le cancer. Hein. On peut faire le parallèle, hein, dans le diagnostic de l'annonce du cancer et le diagnostic de la maladie d'Alzheimer. Et en fait, on s'est rendu compte d'une chose, c'est que les malades ne se suicidaient pas plus, apparemment, en tous les cas pas, apparemment, oui. Et aujourd'hui, on en pense qu'on en veut, hein, l'idée c'est quand même d'annoncer plutôt le diagnostic aux malades, selon les médecins, selon... Bon, on est d'accord, hein, on n'oblige pas. Bien évidemment, il n'y a pas le fond, il y a la forme. Comment le dit-on, etc., etc. Ça, c'est très important et ça peut être l'objet d'un autre débat, en fait. Hein. Donc ça, c'était un peu les freins, hein, pour dire qu'est-ce qui fait que finalement, on ne va pas faire ce diagnostic. Encore une fois, il y en a d'autres. Alors, pourquoi est-ce qu'on pourrait le faire? Pourquoi est-ce qu'il faudrait le faire? Pardon du mot faudrait, mais par contre, pourquoi il est souhaitable de le faire, hein? Eh bien, ça permet de sortir d'un état d'incertitude, hein, qui est potentiellement anxiogène. Évidemment, on est souvent quand même, on pressent quelque chose. Vous savez, bon, les malades eux-mêmes, peut-être, ils disent, comme maman me disait, mais ça ne va pas dans ma tête, il y a quelque chose qui ne va pas. Même les dents, bon, mais on balaye ça de côté, on n'a pas envie, quoi, hein. C'est normal, c'est humain, on n'a pas envie d'avoir mal. Mais une fois que le diagnostic est fait, évidemment, c'est un choc, c'est sûr, mais c'est aussi, ça clarifie les choses. Et en particulier, ça clarifie, par exemple, les relations malade-aidant. Hein. Si maman ou papa ou mon mari, ma femme est comme ça n'est pas parce qu'il ne m'aime pas, ça n'est pas qu'il le fait exprès, ça n'est pas parce que c'est pas du tout ça, c'est parce qu'il ne peut pas faire autrement, il est malade. Et là déjà, vous voyez que les choses sont complètement différentes. Hein. C'est vraiment, vous revisitez, alors là, bon, c'est un moment important, mais il faut accuser le choc, hein, parce que mais quand même, ça prend une dimension autre en fait. Hein. Alors, autre raison, hein, il permet d'éviter les erreurs de diagnostic et de traitement. Alors, j'ai dit au début que la maladie d'Alzheimer, il y avait des maladies dites apparentées, qui sont parents, cousine germaine ou pas germaine, etc. Bon, là. Et en fait, vous en connaissez certaines, hein, la maladie de Parkinson. Vous avez certaines maladies, enfin, il y en a une, je ne les citerai pas parce qu'il y en a beaucoup, il y en a une qui s'appelle corps de Lévy, qui malheureusement correspond à la fois à la maladie d'Alzheimer et Parkinson. Vous avez les AVC aussi, qui peuvent provoquer des morts de neurones, hein, en fait. Voilà. Donc ça peut provoquer des symptômes qui ont l'air de ressembler à la maladie d'Alzheimer, mais qui n'en sont pas. Sans compter les formes mixtes, on peut aussi avoir une maladie d'Alzheimer et avoir aussi malheureusement eu d'un AVC. Bon bref, je ne veux pas tomber dans le négatif, mais donc voilà, donc si vous voulez, si vous diagnostiquez, si vous faites le diagnostic, vous allez voir un diagnostic différentiel,
Elle va savoir si la personne a vraiment la maladie d'Alzheimer ou si elle a autre chose. Et si ce n'est pas la maladie d'Alzheimer, si c'est Parkinson, eh bien ça se soigne. Les médicaments, ils existent depuis des décennies et ils marchent très bien. Bon, donc ça vaut le coup d'essayer quand même. L'AVC aussi, vous voyez. Donc ça, c'est... déjà, on sait où on va, et puis ça permet quand même de soigner, et également tous les troubles du comportement associés à la maladie, la dépression, l'agressivité, etc., qui, eux, peuvent être traités et être l'objet d'une prise en charge à 100% par la sécurité sociale si vous êtes diagnostiqué. Et puis, dernière raison aussi, il faut savoir si la personne est porteuse d'une pathologie nécessitant un traitement autre. Hein. Par exemple, si on est une personne âgée, ce qui est souvent le cas de ces malades d'Alzheimer, on peut avoir du cholestérol, de l'hypertension, etc. Et là, si vous voulez, eh bien, il faut s'assurer, le médecin il doit s'assurer que le patient comprend et est capable de prendre ses médicaments. Vous voyez, il y a beaucoup de choses qui sont en jeu. Donc tout ça fait que il me semble, moi, très important de pouvoir se faire diagnostiquer. Hein. Alors, on a vu la partie un peu médicale, maintenant on peut voir la partie prévention, c'est-à-dire il y a une prise en charge qui pourrait être faite, hors médicaments ou avec, puisqu'on peut toujours les acheter quand même avec une prescription de son médecin, même s'ils ne sont pas remboursés. Hein. Et là, vous allez avoir donc une politique de prévention, d'activité, d'action qui va permettre donc de retarder la maladie et de passer donc de ce stade, peut-être, que le passage d'un stade à un autre, quand il a lieu, soit plus long, hein, voire qu'on n'atteigne pas le dernier stade. Pourquoi pas, hein, ça peut aussi arriver. Hein. Donc, du coup, l'idée, c'est évidemment de préserver son autonomie le plus longtemps possible pour le malade. Hein. Alors, préserver son autonomie, ça veut dire que l'aidant, il sera moins fatigué, puisque évidemment, quand le diagnostic est tardif, il y a tout à faire, si je peux dire. Hein, on n'a pas compris ce qui arrivait, et c'est tout à fait humain, personne ne peut comprendre, c'est énorme. Mais du coup, là, l'aidant, il se retrouve dans une situation où il ne sait pas quoi faire. Il est démuni, il ne sait pas quoi faire. Donc là, il y a déjà ça, l'aidant, il sera déjà un peu plus, peut-être moins épuisé ou moins vite, et puis le malade lui-même, s'il n'est pas dans le déni, parce que ça peut être aussi, il peut être acteur de sa prise en charge, hein, c'est-à-dire décider avec sa famille. Alors ça peut vous paraître choquant, mais il y a pas choquant, surprenant, mais il y a des gens qui le font, hein, qui organisent leur avenir avec leurs enfants, leur famille, pour dire ce qu'ils aimeraient dans le futur, etc. S'il m'arrive ça, voilà. Parce que le gros problème de la prise en charge de la maladie d'Alzheimer, c'est aussi un problème d'éthique. Ça, je ne vais pas traiter ça aujourd'hui, mais que voudrait la personne quand vous avez des troubles cognitifs, que vous n'êtes pas en état de décider ou de dire ce que vous voulez, qu'est-ce que vous faites quand vous êtes aidant? Vous faites, sans savoir ce que la personne voudrait, et probablement en sachant qu'elle ne voudrait pas que vous fassiez ça. Voilà. Donc là, on prend le temps, avant l'urgence, avant la situation de crise, de poser les choses à plat. Alors c'est facile, hein, ça ne se fait pas du jour au lendemain, il y a la souffrance, il faut bien évidemment se faire accompagner, mais voilà, on peut faire ça sans rire tout doucement, et on verra en fin d'intervention une petite vidéo qu'on va vous passer où on voit des ateliers de malades, vous allez voir, c'est merveilleux. On les voit se parler entre eux, vous verrez, c'est formidable. C'est pas du tout ce qu'on croit en fait. Hein. Il y a vraiment des enseignements à tirer des malades, vraiment. Donc elle se sentira plus en vie déjà, et puis moins dans un sentiment de fatalité, quoi, je peux rien faire, vous voyez, c'est ça. Hein. Alors, voilà, donc je redis un petit peu, voilà, en fait, il est important donc de ne pas attendre pour mettre en place des actions, c'est un peu le leitmotiv de ma conférence, pardonnez-moi, je suis un peu sur mes gros sabots, quoi. Hein. Voilà, donc je pense, pour toutes les raisons que j'ai dites. Également, donc évidemment, les aidants et le patient seront donc autre raison, hein, pour lequel le diagnostic est important. Le patient et les aidants vont donc être informés sur la maladie, le pronostic. Bon, ils vont entendre ce qu'ils vont entendre. Hein. Quand vous êtes sous le choc, il y a le syndrome, ça vous fait un syndrome de stress post-traumatique, vous entendez, vous écoutez, vous n'entendez pas forcément. Hein. Donc il faut du temps pour intégrer ça, sans compter le trouble de la mémoire du malade. Donc on entend ce qu'on entend, mais ça fait rien. C'est des petites graines qui sont posées et qui poussent tout doucement, qui vont germer. Vous voyez, c'est ça. Et donc on est informé déjà. On sait ce qui peut arriver ou pas, hein, et on sait vers qui se tourner pour trouver de l'aide.
Tant qu'on n'a pas fait le diagnostic, on ne sait pas, on reste dans l'incertitude, le flou, la honte, la peur, tout ça, parce que le malade, il est souvent objet de stigmatisation. Et ça, il n'y a rien de pire que chacun dans son coin, quoi. Je veux dire, c'est chacun dans son coin, dans son ghetto, on a peur les uns des autres. Ça, c'est terrible. Vous pouvez trouver des gens avec qui parler aussi, hein, dans des groupes, qui connaissent les mêmes situations que vous, qui vont vous aider, vous épauler, qui vont souffrir, qui vont être gais par moments, enfin, comme la vie, quoi, en fait. Hein. Encore quelques raisons pour lesquelles il est important de faire le diagnostic. Ensuite, on verra donc où s'adresser pour faire le diagnostic et quel type de moyens on peut mettre en place. Hein, en fait, voilà, c'est ça. Donc là, on est toujours un petit peu dans l'idée des raisons pour lesquelles on pourrait faire un diagnostic, qui est le plus gros de ma conférence. Hein. Voilà. Voilà, donc si on revient sur la question de la prise en charge, on a dit qu'il y avait deux raisons, hein. Prise en charge donc médicale et également prise en charge, je dirais, cognitive, enfin d'activité de stimulation relationnelle, on va dire. Donc il y a un peu les deux niveaux. Donc prise en charge médicale, eh bien, comme je vous l'ai dit, vous aurez donc une prise en charge à 100%, hein, pour les actes se rapportant à la maladie diagnostiquée, c'est ALD, hein, c'est-à-dire une maladie longue durée, hein, pour tout ce qui est de la maladie d'Alzheimer, bien sûr, hein, pas pour autre chose. Vous pourrez avoir des activités d'orthophonie remboursée, l'accueil de jour, des autres stimulations cognitives, etc. Tout ce qui fait que plus la personne va être en lien avec les autres, plus elle va être stimulée, plus elle va parler, ou pas parler, mais elle va voir des gens, et je vous assure que ça fait la différence. Franchement, on voit des malades des fois qui sont un petit peu prostrés, qui sont dans la tristesse, et dès qu'ils sont avec d'autres personnes, pas tous, hein, des fois ça change complètement la donne. Alors, deuxième volet également, donc en dehors de la prise en charge, vous avez aussi vous pouvez avoir des prises en charge financières. Alors, vous connaissez peut-être ou pas l'APA, qui est l'allocation pour l'autonomie, hein, où vous pouvez avoir mensuellement donc une allocation dite pour personnes dépendantes, hein, vous avez différents niveaux de dépendance, qui va vous permettre de financer des aides à domicile, des femmes de ménage, peut-être le pédicure, des choses comme ça, qui vont vous permettre, vous aidant, d'avoir une aide, ou même pour le malade, s'il est tout. Et ça peut être financé par le Conseil général. Donc là, on verra où on peut se renseigner pour avoir cette fameuse APA. Vous avez également la carte mobilité inclusion, que vous connaissez peut-être, qui s'appelait avant carte d'invalidité, qu'on connaît pour d'autres pathologies, hein. On peut avoir une carte d'invalidité, pas forcément pour ça, et qui offre des avantages importants, tels que par exemple, vous ne faites pas la queue si vous êtes, je sais pas, dans un supermarché ou ailleurs, si vous allez, et votre aidant non plus, bien sûr, si vous allez au musée, si vous êtes encore en stade débutant, ou même modéré, que vous allez au musée, ou même un peu avancé, on le fait aussi, nous, hein, eh bien vous pouvez y aller gratuitement, avec votre aidant aussi. On vous prête un fauteuil le cas échéant et vous ne faites pas la queue. Des choses comme ça. Et surtout, vous avez aussi une part d'impôt en moins, enfin, dans certains cas, hein, bien sûr. Donc là, il faut vraiment, cette prise en charge financière, les gens ne sont pas forcément au courant. Et après, il faut s'adresser bien sûr aux mairies, ou essentiellement aux mairies. Alors, en dehors de cet aspect médical et financier, hein, il y a le troisième volet qui est l'aspect donc stimulation, hein, que nous proposons à France Alzheimer, mais que d'autres peuvent aussi éventuellement proposer. Alors vous avez tout ce qui est stimulation cognitive, hein, où là ça peut passer par des ateliers mémoire, ça peut être aussi même des activités artistiques, sportives. Nous faisons même du théâtre pour des malades en début de maladie ou en milieu de maladie. En ce moment, on en fait même par Zoom, je ne sais pas si vous voyez. Hein. Donc ça, c'est formidable. C'est un endroit où on fait du yoga du rire, c'est un endroit où on rit avec les malades. Dans le respect, attention, hein, il ne s'agit pas de rire des malades. D'ailleurs, c'est eux qui rient d'eux-mêmes. Hein. On n'est pas en train de rire des autres, bien évidemment. Et bon, énormément de choses, des ateliers, de l'art-thérapie, également donc, un soutien psychologique aussi, évidemment. Des groupes de parole, de la formation des aidants, programmes de soutien, voilà, enfin beaucoup de choses. Là, je ne vais peut-être pas détailler, mais sachez que c'est possible, 1 pour les aidants seuls, 1 pour les aidants et les malades ensemble, 2 pour les aidants et les malades ensemble, 3 pour les malades seuls. Vous voyez, on peut faire soit un duo, ou même 3 s'il y a 2 aidants, soit pour les personnes uniquement. Et ça, ces activités-là, on peut les pratiquer en groupe. Bon, bien évidemment, quand on accompagne un malade en début, en milieu de maladie, il
Forcément, on n'a pas la même technique que si c'est quelqu'un qui n'est pas malade, forcément, mais c'est tout à fait passionnant aussi, et ils s'entraident entre eux, quoi. Et ça, c'est absolument extraordinaire. Donc vous avez des activités individuelles ou collectives, aussi bien pour les aidants, pour les malades, et pour le couple aidant-aidé. Ça, c'est important, je pense. Hein. Voilà, c'est ce que vous dites. Alors, on passe au deuxième volet. Pourquoi le diagnostic est-il important de cette conférence? Pourquoi le diagnostic est-il important? Et surtout, où s'adresser? C'est bien gentil de faire un diagnostic, mais où va-t-on? D'accord, je vous ai convaincu de faire un diagnostic, si je peux dire. On va où? Eh bien, la première personne à voir, c'est votre médecin généraliste. Hein. Si vous avez un doute, si vous avez un médecin généraliste avec qui vous êtes qui vous suit depuis des années, eh bien ça peut être une bonne chose, s'il est ouvert aussi, hein, pour pouvoir différencier le simple trouble de mémoire de la maladie d'Alzheimer. Encore une fois, je répète, hein, on a tous, il y a ce qu'on appelle l'hypermnésie, c'est quand on a trop de mémoire. Donc là aussi c'est un trouble, je veux dire que c'est pas possible. Mais la simple trouble de mémoire de la maladie d'Alzheimer, c'est pas pareil. Hein. Ce qui caractérise la maladie d'Alzheimer, c'est, vous cherchez un mot, par exemple, je vous dis, je reprends mon exemple, le chanteur des années 70. Bon, j'y pense pas, une heure après, je dis, ah bah oui, tiens, ça y est, c'est lui, d'accord, je l'ai pas perdu. Mais le malade d'Alzheimer, il a perdu le mot. Je schématise, mais c'est ça. C'est-à-dire que nous, on peut le retrouver, c'est simplement la vitesse des est beaucoup plus lente que quand on est jeune, hein, mais pour le malade d'Alzheimer, le mot il est parti, même avec un indissage qu'on appelle, c'est-à-dire donner un indice pour pouvoir récupérer le mot. Si je vous dis qu'est-ce que c'est ça, c'est une bouteille, si le malade ne sait plus que c'est une bouteille, si je lui donne un indice, si je lui dis ça sert à boire, ah, peut-être qu'il va trouver. Mais s'il ne trouve pas, malgré... C'est ça un indice, vous voyez. Donc c'est là où ça devient un peu plus grave, hein, avec tous les bémols qu'il faut mettre, mais en gros, c'est tout de même un peu ça. Hein. Et donc donc il y a ce problème de mémoire, donc essentiellement à court terme. Hein. Ça, c'est la mémoire vraiment à très court terme, ce qu'on appelle la mémoire de travail. C'est elle qui est impactée en premier. C'est pour ça que les malades, ils se souviennent plus de leurs parents, de leur enfance, voilà, parce que ce sont des souvenirs qui sont anciens, et plus c'est ancien, mieux ce sera. Après, bon, on pourrait traiter de ce sujet-là, mais ça n'est pas qu'un trouble de la mémoire, la maladie d'Alzheimer, c'est d'autres troubles bien plus importants que ça, et dont la fameuse désorientation spatio-temporelle, dont on parle beaucoup, hein, vous savez, on n'arrive plus à se retrouver. On ne sait plus, on sort, on ne sait plus où on va, on croit aller à droite, on n'arrive pas à retrouver son chemin. On n'est pas en fugue, hein, la plupart du temps, on est en errance, c'est-à-dire qu'on ne retrouve plus son chemin. Et ça, on peut trouver ça. Ou alors, donc ça c'est la désorientation dans l'espace, et dans le temps, ben, on confond sa mère avec sa fille, par exemple. Ça peut arriver quand on est dans un stade un peu avancé. Donc voilà, ça peut être ça. Hein. Donc si vous faites un test, vous allez voir donc ce qu'il en est exactement du stade où vous en êtes, et si c'est vraiment une maladie d'Alzheimer ou pas. Alors, il faut, en dehors du médecin généraliste, il y a aussi le neurologue, le psychiatre ou le gériatre qui peut vous proposer un bilan. Le généraliste, il ne vous proposera pas de bilan. Il va vous faire une ordonnance s'il est ouvert, parce que parfois il y a des médecins qui disent non, c'est pas la peine. Donc je ne critique pas les médecins, c'est pas ça. Hein. C'est compliqué parce que le malade, il est dans le déni, tout va bien. Vous mangez, madame, oui, vous dormez, oui. Bon, qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse, hein. Donc il peut au mieux vous proposer une prescription pour aller faire un bilan dans un centre mémoire. Alors le neurologue, le psychiatre ou le gériatre, il peut faire la même chose, et surtout si lui-même travaille dans un de ces centres, qui est assez fréquent. Hein. Et là, vous allez passer une journée pour faire des tests, aussi bien biologiques que des tests de mémoire, quoi. Ah, c'est carrément, vous arrivez le matin, je ne sais pas, à 9h, 8h, et puis vous repartez à 4h, 5h, en ayant le midi mangé. Donc c'est vraiment du sérieux, quoi, hein. Alors, vous avez en fait deux types de tests qui vont se passer là, pendant cette journée. Vous avez donc les tests que vous connaissez probablement, les IRM, vous avez tous fait des IRM évidemment, hein, on a tous eu un petit problème un jour ou un autre pour un organe. Vous pouvez avoir des scanners, vous pouvez avoir éventuellement des fonctions lombaires si la personne l'accepte, bien sûr, des tests sanguins, etc. Et l'après-midi, donc vous avez des tests de mémoire, enfin qui sont plus que des tests de mémoire, avec un neuropsychologue, hein, qui est formé donc à ça, qui ne fait que ça et qui dure 2 heures. Donc là, c'est une investigation approfondie.
Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que quand même, pour répondre à la question du début du frein en disant oui, mais le diagnostic n'est pas fiable et puis ça ne sert à rien. Et il faut savoir qu'avant les années 2000, le diagnostic clinique de la maladie d'Alzheimer était un diagnostic d'exclusion. Ça veut dire qu'on portait le diagnostic de maladie d'Alzheimer après avoir éliminé les autres maladies neurologiques. Par exemple, vous n'avez pas la maladie de Parkinson, vous n'avez pas d'AVC, donc vous avez Alzheimer. Vous voyez la précision du diagnostic, hein, c'était quand même... bon, c'était pas un diagnostic. Mais depuis 2007, il existe des tests cliniques et neuropsychologiques, dont la plupart d'ailleurs nous viennent des États-Unis, peu importe, qui sont capables de détecter de manière précoce les premiers troubles de la mémoire de la maladie d'Alzheimer. Et ça, c'est quand même assez pointu. Hein. Voilà, donc ils permettent, eux, d'évaluer les différentes fonctions cognitives. Hein. Il n'y a pas que la mémoire, il y a le langage aussi. Hein. Quand on a la maladie d'Alzheimer, eh bien, on a des troubles du langage aussi, hein, souvent. La motricité aussi, ça fait partie de la maladie d'Alzheimer. On a du mal à se mouvoir alors qu'on n'a pas de problème, comment dire, vraiment d'articulation réelle. L'attention, enfin, les tests psychotechniques, ils vont permettre de mesurer tout ça. La totalité, pas uniquement la mémoire, et de dire oui ou non, vous avez une maladie ou pas, et si vous l'avez, vous êtes à quel stade, et est-ce que vous êtes susceptible éventuellement de développer cette maladie, avec tout, hein, les bémols, hein, c'est pas parce qu'on est susceptible qu'on va la développer, enfin bon, voilà, mais après tout, on peut toujours faire un bilan si on a un doute, et je dirais, ça ne peut que rassurer, souvent ça rassure, souvent. Alors ensuite, vous avez donc les tests cliniques dont j'ai parlé. Voilà, donc depuis 2013, ces tests sont intégrés dans le parcours de diagnostic de la maladie d'Alzheimer. Vous voyez, autant, encore une raison supplémentaire pour se faire diagnostiquer, vous êtes diagnostiqué maladie d'Alzheimer, et donc tout ce parcours de test, il est intégré. C'est-à-dire, en fait, on vous dit, madame ou monsieur, je vous donne une prise en charge, et vous allez faire ça. Voilà. Et donc ça, c'est quand même absolument extraordinaire, parce qu'on n'avait pas ça du tout avant. Hein. Donc ça, c'est quand même, je pense, très, très, très utile. Hein. Voilà. Alors, vous avez également les autres investigations hein, qui sont de nature plus biologique, donc telles que l'IRM, on l'a vu. Hein. Donc l'hippocampe qui est le lieu de la mémorisation. Donc on va surtout regarder ce qu'il en est de votre hippocampe. Est-ce que ce fameux hippocampe, qui ressemble à un petit hippocampe, paraît-il, qui se réduit avec l'âge, c'est tout le monde, hein, mais là, ils peuvent se réduire de manière drastique. Est-ce qu'il est très réduit ou pas? Et ça, c'est aussi... Voilà, ces fameuses plaques qu'on va voir aussi. Après, il y a d'autres investigations qu'on peut faire avec l'IRM, mais je crois que c'est déjà pas mal. Alors, si la personne est une personne âgée et atteinte de la maladie d'Alzheimer, elle va être angoissée, hein, parce que c'est une maladie qui angoisse de toute façon, et l'IRM, on sait que tout le monde n'a pas forcément envie de se retrouver dans un truc fermé comme ça. Je sais qu'il y en a qui sont ouverts, je sais. Mais quand même, donc il peut y avoir des personnes qui ne veulent pas ou qui se montrent agressives parce qu'elles souffrent. Hein, l'agressivité, c'est parce qu'elles souffrent. On ne peut pas leur mettre les bouchons, etc. Donc c'est difficile. Donc dans ces cas-là, il y a une autre solution qui est ce qu'on appelle le PET scan. Et là, ça va permettre d'avoir un diagnostic peut-être moins, on ne va pas voir l'hippocampe, etc. Mais on va voir le dysfonctionnement métabolique du cerveau. Métabolique, c'est comment ça se passe avec les neurotransmetteurs. Vous savez que d'un neurone à l'autre, il y a des neurotransmetteurs qui passent, on en prend quand on est des fois un peu, par exemple, dépressif, ou on prend de la sérotonine, etc., la dopamine pour la maladie de Parkinson. Et bien on va voir comment ça dysfonctionne au niveau métabolique. C'est pas tout à fait la même chose. Et on va voir aussi quand même les plaques amyloïdes et les dégénérescences. Donc tout ce qui est, on va pas voir peut-être l'hippocampe, mais on va voir déjà ces deux-là. Donc c'est quand même déjà pas mal, je trouve. Hein. Alors après, donc on va pouvoir, vous voyez, comme quoi, pour répondre à la question, ça sert à rien. Bon, je crois que c'est pas, ça peut aider en tous les cas, c'est plus que certain, quoi. Hein. Voilà, avec donc aussi, on va vous dire éventuellement des troubles cognitifs légers, ou madame et monsieur, mais vous n'avez rien du tout, parce que vous savez, les troubles de mémoire, ça peut être aussi, je suis stressée, donc plus je suis stressée, plus j'ai des troubles de mémoire. Si vous ne trouvez pas un nom de quelque chose, vous allez vous chercher. Et bien plus vous allez vous stresser, moins vous allez trouver. Vous n'y pensez pas, ça revient. Bon, donc ça, si vous prenez des médicaments, des antidépresseurs, des médicaments pour dormir, c'est pas pour ça que vous avez la maladie d'Alzheimer, vous voyez. Donc c'est quand même bien de pouvoir faire peut-être un test aussi
pour éliminer ça et se dire, bah oui, ok, d'accord, voilà, j'ai pas la maladie, ou bah, revenez madame dans 10 ans par exemple, ou au contraire, si vous avez des signes légers, bah, on va se voir peut-être dans 6 mois, dans 1 an, j'en sais rien, on va être suivi comme on fait pour n'importe quelle maladie, hein, de toute façon. Hein. Alors après, vous aurez donc, une fois que vous avez fait ces tests-là, vous aurez une consultation en général quelques semaines après, hein, avec un neurologue dans ces tests, dans ces centres mémoire, qui va vous indiquer, va vous faire un compte-rendu en fait de la situation, et là vous pourrez donc avoir une idée claire, précise et enclencher toutes les procédures dont on a parlé tout à l'heure. Voilà, alors en conclusion, hein, parce qu'on pourra en parler pendant des heures, c'est un sujet qui est tellement riche, je dirais, donc on peut en parler pendant des heures, mais bon, là, le sujet c'était le diagnostic, donc je pense qu'il est très important de pouvoir établir un diagnostic précoce, c'est fondamental, si on veut pouvoir freiner donc l'évolution de la maladie. Pourquoi? Bah parce qu'on voit bien que la maladie, elle évolue sur 20 ans, mais de manière progressive. Vous savez, quand on vit avec quelqu'un, on ne se rend pas compte, hein. Il est là, bon d'accord, il y a des petits trous. Bah oui, d'accord, elle a 85 ans, elle a bon, puis ça grave un peu, mais enfin bon, c'est pas grave. Et donc, comme c'est progressif, on s'habitue un petit peu, quoi. Et puis d'un seul coup, on se retrouve pas, je ne veux pas vous faire peur, tout le monde n'a pas la maladie, Dieu merci, hein, beaucoup moins qu'on le dit d'ailleurs. Mais on se retrouve à un moment, donc devant un moment où ça devient extrêmement difficile et on ne sait plus comment gérer, quoi. Parce que ça arrive tard, quoi. Donc si vous voulez, on est dans le moment où on commence à basculer au niveau de l'autonomie et on ne sait pas quoi faire parce qu'on n'a pas pensé avant. Et c'est humain, hein, on ne veut pas voir ce qui peut arriver de mal, bien sûr. Alors avec l'idée, c'est donc comme la maladie est lente d'évolution, et bien évidemment, ça va permettre donc on va avoir du temps. Et en plus, la maladie d'Alzheimer ne fait pas mourir, hein, heureusement d'ailleurs. Donc, vous voyez, ça laisse du temps, enfin, un temps c'est long quand même, hein, pour pouvoir encore profiter des bons moments, surtout qu'on va ralentir l'évolution de cette maladie. Et donc, parce que des bons moments, il y en a. Hein. Évidemment, je ne dis pas que c'est une maladie gaie, qu'il faut faire youpi-youpi, bien évidemment non. Il faut être à la fois, c'est facile à dire, hein, mais bon, être lucide sans être dans le déni, c'est un peu compliqué, mais sachez qu'on peut se focaliser donc pas uniquement sur ce qui est perdu, parce que ce qui est perdu, malheureusement, le neurone, il ne va pas repousser. Mais il y a d'autres possibilités de fonctionner. Vous savez, le cerveau, il est absolument incroyable, incroyable. Et donc, vous pouvez récupérer d'autres circuits, vous n'allez pas retrouver aux 20 ans, bien sûr, et puis surtout, profiter de ce qu'il y a de bien encore pour le potentialiser, ce qui va bien. Voilà, c'est un peu l'idée, quoi. Donc, l'idée, c'est de vous dire que vous soyez un malade seul, un malade accompagné d'un ou plusieurs aidants, à domicile ou non, il y a des solutions qui existent. Et surtout, ne restez pas seul, hein, et n'hésitez pas à vous faire aider. Voilà, c'est vraiment un message d'espoir que je vous donne. Encore une fois, ni dans le déni, ni dans le youpi-youpi, mais d'espoir. Si vraiment, venez nous voir si besoin. Je vous remercie en tous les cas de votre attention, et puis écoutez, je vous souhaite une bonne fin de journée. Merci à vous. Quand on tombe dans un problème ou une problématique comme celle-là, que c'est la première fois que ça vous arrive et que vous êtes quand même pas mal déboussolé, comme on l'a tous été à un moment ou à un autre. Bien sûr. Eh bien, c'est extrêmement important, effectivement, de parler. Je trouve que c'est très bien. De voir des gens qui sont malades comme moi, et puis de voir qu'ils sont bien. Ouais, hein, voilà. Bien sûr. Donc ça fait plaisir. Oui, tout à fait. C'est quand même difficile d'être identifiable pour Ouais, rejoindre ouais. mon collègue. C'est vrai que Bien sûr. c'est pas marqué sur la tête, vous êtes malade et vous n'avez plus les mêmes capacités physiques et intellectuelles. Et moi, j'en souffre. Trop. Moi, je vais vous dire une chose. Vous voyez, moi, ça fait 10 ans que je suis malade. Ça fait 10 ans. Ma force, vous savez, c'est quoi? Ne pleurez pas.
Regardez-moi, je suis une belle femme. Je subis. Le plus important dans notre maladie, c'est nos proches. Parce que si nos proches sont... Si on est comme ça, si on est soudés, eh ben on s'en sort. Croyez-moi, on s'en sort. Vous avez envie de sauter au parachute, sautez en parachute. Vous avez envie de faire de la natation synchronisée, machin. Mais faites-le. Vous n'avez plus le temps d'attendre. L'échéance est courte. Pas sûr. Oui, j'ai le même avis. Vous avez le même avis, Jean-Louis? Oui. Que quoi? Que l'échéance est courte? Oui. Ouais. Oui, et que donc il faut en profiter. Il faut en profiter, ouais. Et le fait d'avoir ton entourage auprès de toi, c'est plus rassurant, c'est mieux. Bah, quand j'entre chez moi, oui. Oui, bien sûr. Ouais. Alors que quand tu es tout seul, c'est plus inquiétant. C'est pas inquiétant. Non? Non. Qu'est-ce que c'est alors? Bah, je dors. Tu dors. Je veux pas entendre parler d'Alzheimer. D'accord. Je me disais que quand on viendrait ici, ça serait sympathique de se retrouver en dehors d'ici. Ouais. Pour se stimuler ensemble. Et si on était un petit groupe qui aimions par exemple la lecture ou la musique ou l'opéra ou des promenades. Je suis souvent seul chez moi. Je suis très heureux d'être rentré dans votre association et puis à chaque fois que je viens, il y a toujours des visages qui s'ajoutent et qui sont aussi bien que les autres. Donc je pense que je vais coucher ici ce soir. Pas de problème, Gérald.